Bonsoir, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Vous le savez, tous les jours je reçois une personnalité atypique, novatrice au parcours de vie inspirant. Si vous êtes surdoué, HPI, HPE, multipotentiel, précoce, surefficient, phylocognitif, bref, un zèbre, vous avez forcément déjà entendu parler de ma pétillante invitée ce soir. Sans elle, une grande partie des profils atypiques de France continuerait à se demander dans cette jungle qu'est notre société actuelle, ce qui ne tourne pas rond dans leur vie et dans leur tête. Aujourd'hui, je reçois Jeanne Siot-Fachin. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Lola, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour ce moment partagé. Alors merci d'avoir accepté de venir passer un peu de temps avec moi sur Clubhouse. Avant de démarrer également, je rappelle que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistrée avec l'accord de mon invité. Donc n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main à la fin de notre entretien pour monter on stage. Jeanne, remontons si tu le veux bien la frise du temps et posons ensemble le décor. Tu grandis à Avignon, au confluent du Rhône et de la Durance, au-dessus de la librairie de ton papa, qui est aussi un expert en livres anciens sur la Provence et les provinces méridionales. Enfant, si tu passes une grande partie de ton temps au milieu des rayons de la librairie, jouer à la poupée avec tes sœurs, c'est pas vraiment ton truc. Tu préfères les jeux de garçons avec ton frère. Quelle petite fille était Jeanne ? Écoute, c'est vrai, j'ai passé énormément de temps, j'ai eu cette chance incroyable de grandir dans l'odeur des livres. Je crois que c'est ce qui m'a le plus marqué, l'odeur des livres. Et c'est vrai que j'ai jamais joué à la poupée ou à des trucs comme ça avec ma sœur avec laquelle j'ai très peu d'écart. On a à peine un an d'écart, et que ça m'amusait beaucoup plus de faire des combats de catch avec mon frère ou d'inventer des systèmes comme si on était sur des tire-fesses au ski et sur des patins roulettes avec des balais. Ça, c'était absolument formidable. Ou de jouer à la marchande en imaginant une espèce de complexité de produits à vendre, de comment on allait le vendre, mais beaucoup plus en effet avec mon frère. Ou alors je faisais quelque chose qui pourrait, si je le racontais à un psy, mais c'est à toi que je le raconte Lola, donc tout va bien, et que je n'ai rien à voir avec la psy comme chacun sait. Mais ce que j'aimais beaucoup faire, c'est quand on a une maison de famille dans les Pyrénées, et quand j'étais dans les Pyrénées, ce que j'aimais beaucoup, c'était jouer à la bergère ou à la vachère. Donc je mettais des cloches autour du cou de mes sœurs et de mon frère, et ça c'était vraiment cool parce que moi j'avais un bâton et je les faisais marcher dans le pré, c'était parfait. Mais quelle horreur! Mais c'était très sympa, ils trouvaient ça très drôle, hein, je t'assure. Alors j'ai énormément ri lors de nos échanges en préparant cette interview. Il y a quelque chose que j'aimerais bien que tu re-racontes pour les personnes qui nous écoutent. Tu es l'aînée de cette fratrie avec tout ce que ça implique. Mais déjà enfant, tu es tellement indépendante que tu ne calcules pas trop les 3 derniers. C'est-à-dire que c'est même pas les 3 derniers, parce que en réalité, moi, quand j'ai eu 3 ans, on était déjà 3. C'est-à-dire quand j'avais même pas 3 ans, donc on était 3. Donc on a grandi beaucoup les 3 ensemble. Puis ma petite sœur, enfin qui n'a que 6 ans en fait de décalage avec moi, est arrivée ensuite. Et maman, parce que c'était maman qui nous élevait et papa était l'intellectuel plongé dans ses livres, il avait quand même vraiment autre chose à faire que de s'occuper d'enfants. Et c'est vrai que maman avait tendance à nous habiller pareil, tous les 3, tu vois, mon frère et mes sœurs. Enfin, c'était absolument invraisemblable. Mais comment dire, je me souviens très bien qu'une fois dans l'escalier, on habitait dans un appartement au-dessus de la librairie, et un microscopique appartement, hein, on dormait tous les 3 dans la même chambre. Ma sœur, jusqu'à 8-10 ans, a dormi dans un lit à barreaux dans la chambre de mes parents. On était tous les uns sur les autres. Mais je me souviens très bien avoir dit à maman un jour, mais pourquoi vous avez fait tous ces enfants? Moi, j'aurais été tellement plus tranquille si j'avais été fille unique. Je voyais pas du tout l'intérêt d'avoir tous ces gens. Je comprenais pas du tout le pitch, en effet. Mais c'est vrai, vraiment. Mais ça allait. Enfin, tu vois, il y avait pas d'animosité aucune. Mais sauf que je voyais pas tellement l'intérêt d'avoir tout. Tu vois, j'aurais été tellement plus tranquille toute seule, en fait. Puis t'amusais 2 minutes seulement, quoi. C'est ça, tu vois. Et non, mais j'aimais bien m'amuser, mais j'aimais surtout moi mon grand truc quand j'étais enfant et qui m'a beaucoup amusée. Et ça m'arrive encore quand je passe à côté d'un arbre d'en être triste. Ce que j'aimais énormément, c'était de grimper dans les arbres le plus haut possible
et je pouvais rester longtemps en haut des arbres et à essayer encore de grimper sur un autre arbre, ça vraiment, et faire le cochon pendu et toutes sortes d'acrobaties dans les arbres, ça vraiment, 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 c'était mon trip absolu. Mais de passer des heures à jouer à je serai ta maman, tu serais le papa et je sais pas quoi avec des poupées ou des trucs comme ça. Si j'ai un peu joué au Barbie, en vérité, c'est pas vrai, mais j'avais choisi Ken en fait. Moi, j'avais choisi le garçon. Ça m'étonne pas. Ton parcours scolaire commence de façon assez atypique puisque tu apprends à lire à 3 ans et tu entres au CP à 3 ans et demi. Tu as de l'avance, tu es même plutôt bonne élève, mais comme tu es petite, on te fera redoubler une classe au primaire et ça, tu en gardes une trace émotionnelle assez forte. Est-ce que tu peux nous raconter ? C'est vrai que ça a été extrêmement douloureux, c'est-à-dire que voilà, mes parents m'ont mis à l'école très tôt et c'est vrai que je savais lire, mais je sais pas très bien pourquoi et je l'ai réalisé il y a pas si longtemps que ça, ce qui paraît fou quand même, hein, mais que j'étais vraiment rentrée très tôt dans ces classes préparatoires. J'étais dans une école de bonnes sœurs que avec des filles quand même, c'était un concept. Et je me souviens très bien de ce rendez-vous avec la directrice austère, comme on peut l'imaginer, où on pourrait la tourner dans une série très actuelle aujourd'hui de cette femme directrice de cet établissement de bonnes sœurs et de filles, disant à maman vraiment de façon très raide que c'était pas possible, que je ne pouvais pas passer dans la classe supérieure. Et disant à maman, c'est pas du tout par rapport à ses résultats scolaires, Jeanne fonctionne très bien à l'école, mais elle est vraiment trop petite. Parce que j'étais toute petite de taille, je suis toujours très petite. Mais je me souviens d'avoir regardé cette femme, l'air très ahurie, en trouvant ça, mais d'une injustice folle. Comment on allait m'arracher à ma bande de copines, parce que j'étais petite. Juste parce que j'étais petite. Et j'en ai pleuré et pleuré et pleuré des nuits entières, tellement c'était insupportable pour moi. Et effectivement, je suis rentrée après dans cette classe avec en redoublant ma classe. Et c'était horrible parce que du coup, les filles, puisque donc il y avait que des filles qui étaient mes amies quelques secondes avant, me regardaient en me disant ah non Jeanne, on veut pas jouer avec toi, t'es trop petite. C'était horrible. Mais oui, et je rentrais à la maison et je disais à maman mais alors ça va pas du tout parce que moi dans la cour je traîne, je prends froid. Et en fait, probablement avec cette espèce d'idée derrière la tête que j'allais sûrement culpabiliser ma pauvre mère qui n'était pour rien en vérité. Hein. Mais non, ça a été compliqué et j'en garde encore aujourd'hui. J'ai gardé quand même des relations pendant très longtemps et d'ailleurs les filles, enfin les femmes, je crois qu'il faut dire comme ça, qui sont encore un peu dans mon spectre aujourd'hui. C'est pas du tout celle qui était dans ma classe et ça a duré quand même jusqu'en 3e. C'est celle qui était avant. Donc j'étais vraiment toute petite pour le coup et c'est celles-là qui sont restées dans mon cœur en tout cas. À la maison, ta sœur cadette était une petite fille ravissante, elle ressemblait à une poupée. Ta maman, inquiète, sans doute à l'idée que tu puisses avoir des complexes, n'avait de cesse de mettre en avant des compétences intellectuelles. C'est très moderne pour l'époque. Oui, mais je crois que j'avais effectivement une maman très moderne et très contemporaine dans sa façon d'être. Et c'est vrai que comme on avait très peu d'écart avec ma sœur, elle nous promenait dans les rues d'Avignon, qui est vraiment la vie de province, surtout que on se remet ça il y a évidemment un certain nombre d'années, et où tout le monde connaissait mes parents, qui étaient des entre guillemets notables de cette petite ville de province. Et donc maman nous promenait dans une poussette en face à face avec ma sœur. Et dès qu'on faisait 3 tours de roue dans les rues d'Avignon, tout le monde s'arrêtait, regardait ma sœur. Mon Dieu, mais qu'elle est jolie. Mon Dieu, oh là là, mais quel ravissant enfant, etc. Et effectivement, maman l'a toujours nié de son vivant puisqu'elle n'est plus là, mais et maman disait toujours oui mais Jeanne elle marche, oui mais Jeanne elle parle, oui mais Jeanne elle court après les pigeons, oui mais Jeanne elle sait compter, oui mais Jeanne je ne sais pas quoi. C'est-à-dire avec cette espèce de peur, parce que moi j'étais une petite fille hyper ordinaire, donc effectivement pas du tout remarquable, alors que ma sœur était vraiment une enfant physiquement très exceptionnelle. Et je crois que à force de vouloir compenser ce décalage que maman ressentait, puisque moi j'en avais pas conscience du tout, j'étais pour le coup trop petite, à force de vouloir compenser ce décalage, je pense pas en fait, j'ai pu observer bien sûr que
C'est ma sœur qui a eu des complexes. Et ma sœur est quelqu'un qui a toujours apporté énormément d'importance à son physique, qui se regardait dans les couteaux à table pour s'assurer de sa coiffure, etc. Qui peut pas sortir si elle est pas, enfin, une fois arrivée plus grande, si elle est pas maquillée dans la rue. Et alors que moi, tu vois, je suis totalement à l'arrache, comme je pourrais le dire aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'en ai rien à faire de ce genre de considération, même si je fais attention à certaines choses, bien évidemment. Mais je crois qu'en fait, ça s'est inversé, le décalage avec ma sœur, dans l'autre sens. Alors, autre événement marquant de ta scolarité, au moment de choisir une filière, tu es bien décidé à t'orienter vers une série S plutôt que L malgré ton 6 de moyenne en maths. On verra tout au long de ton parcours à quel point le challenge, la pertinacité sont des traits de ta personnalité très présents, avec une assurance déconcertante. Tu vas voir le préfet des études, bien déterminé à passer un marché avec lui. Raconte-nous. Oui, mais quand j'y pense, je me dis que j'étais complètement givrée quand même. Hein. Parce que effectivement, donc j'étais dans cette école de bonnes sœurs, donc avec des filles, avec un défi déjà qui était immense et que on allait passer au lycée pour la première fois avec des garçons, ce qui était quand même déjà un peu, tu vois, compliqué humainement de se retrouver avec des garçons à 14 ans en sortant de troisième. Et c'est vrai que, comme beaucoup aujourd'hui, on considérait que les filières littéraires étaient vraiment des filières pour les nuls et que c'était vraiment ceux qui avaient aucune capacité d'aucune sorte qui suivaient ces filières, ce qui est vraiment déplorable, ridicule, mais bref, ça a longtemps été comme ça. Et je me suis dit, mais il est même pas question. Alors comme moi je foutais rien, effectivement j'avais 600 maths et je suis allée voir le préfet des études de seconde en lui disant, mais je sais pas ce qui m'a pris, vraiment, je sais pas. En lui disant, écoutez, voilà, effectivement, j'ai 600 maths de moyenne, je peux comprendre que vous pensiez que je suis nulle en maths, c'était quand même honnêtement la réalité, mais je lui ai fait croire, je suis allée au bluff total en lui disant, mais c'est parce que j'ai rien foutu de l'année, mais je vous assure, je suis une matheuse, et si je bosse, vous verrez, j'aurai des bons résultats en maths. D'ailleurs, faisons un marché. Enfin, je rappelle que j'étais toujours très petite de taille face à cet immense préfet des études qui était comme une armoire à glace, qui me regarde, qui me toise et je lui dis voilà, écoutez, on va faire ça. Laissez-moi rentrer en filière scientifique parce qu'on choisissait à cette époque-là dès la seconde. Et puis je m'engage, je serai très forte en maths on fait le point en décembre. Et si je suis pas suffisamment à niveau, c'est ok, je repartirai en littéraire. Sans faire d'histoire. Et je ne sais pas pourquoi, probablement mon aplomb, enfin j'en sais rien, très sincèrement j'en sais rien. Il a accepté mon marché complètement de dupe quand même, cet homme. Et je suis rentrée en filière scientifique. Évidemment, parce que ça pour le coup c'est ma signature, j'ai tenu mes engagements, j'ai bossé en maths. Par une alchimie incompréhensible, je suis devenue excellente en maths. Jusqu'au point où ils m'ont proposé de faire le concours national de mathématiques à la fin du mois de novembre, je crois, de la seconde, que évidemment j'ai refusé aimablement. Et en décembre, je suis repartie voir le préfet qui m'a dit, écoutez, bravo, vous êtes une excellente élève en mathématiques. Bien sûr, vous pouvez rester en filière scientifique. C'est votre place, c'est votre voie, bababi, bababa. Donc fierotte et complètement consciente quand même, je suis repartie. Et dès le 1er janvier, ou le 5 janvier, j'ai recommencé à ne plus bosser en maths puisque je n'avais plus du tout besoin de bosser en maths. Et voilà, ce qui était quand même vraiment assez particulier. Surtout que j'ai continué la filière scientifique jusqu'à la terminale. Et que en mi-terminale, j'avais décidé de faire psycho et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais m'emmerder à aller passer un bac scientifique? Ça serait tellement plus simple pour moi de passer un bac littéraire et que je suis allée revoir ce même préfet. Enfin, il faut quand même, je sais pas comment, c'est possible d'ailleurs. Mais oui, mais je sais pas d'où ça me vient des trucs pareils. Et je suis allée voir le préfet en lui disant écoutez voilà, je suis en train de gâcher mon potentiel. Je suis en filière scientifique, je vais faire des études de psycho après le bac, ça n'a aucun intérêt, il vaut beaucoup mieux que j'approfondisse, je sais pas ce que je lui ai raconté comme couillonnade, comme on dit dans le Midi, et pour une raison extrêmement étrange d'ailleurs, il a accepté. Donc je suis passée en plein milieu d'année en filière littéraire, et évidemment j'ai eu mon bac haut la main grâce aux maths. Comme quoi. Mais oui, mais c'est ça, c'est pour ça, tu vois, quand je reçois aujourd'hui des parents qui sont absolument inquiets ou désespérés avec des enfants qui ont des parcours scolaires qui sont pas linéaires, vraiment, tu vois, il y a des tempos dans la vie, c'est pas parce qu'il y a un moment où tu as
un caillou dans la chaussure, ou que tout d'un coup, tu as des envies contraires à des aspirations plus importantes, ou même celles de tes parents ou de la société tout entière, peu importe. Tu vois, je veux dire, rien n'est fixe, rien n'est figé, tout peut bouger, on peut toujours rebondir, on peut toujours trouver une issue. Enfin bon, moi je suis vraiment comme ça, et je suis beaucoup comme ça aujourd'hui avec mes patients, tu vois, dans mes consultations. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas jamais une fatalité dans un sens ou dans l'autre. Tout bouge tout le temps. En terminale, quand d'autres se préoccupent de la suite de leurs études, toi, ton obsession, c'est la couleur de la mob que tu vas avoir après le bac. La question du futur, c'est vraiment pas un sujet pour toi, toi qui de toute façon as toujours fait ce que tu voulais, comme tu le voulais et quand ça t'arrangeait. À ce moment-là, tu n'as pas vraiment de vocation, pas vraiment d'idée de ce que tu pourrais avoir envie de faire, tu passes un bilan de compétences et c'est comme ça que tu t'inscris en psycho à Aix-en-Provence. Est-ce qu'avec le recul, tu dirais que cette faculté, cette confiance, cette insouciance presque, t'a aidé à simplifier les grandes décisions de ta vie, à traverser l'existence de façon plus sereine ? Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, Lola. Alors, j'ai pas du tout passé un bilan de compétences. Si je reviens à des choses très factuelles, en fait, j'avais une cousine qui était psychologue dans un cabinet de recrutement à Marseille. Donc moi, j'étais donc toujours au lycée à Avignon cette année-là, et elle m'avait dit, mais si tu veux, je te fais passer un bilan. Voilà. Et j'ai passé effectivement un bilan où ont été explorés, je ne sais pas bien quoi d'ailleurs. Et elle m'a fait un compte rendu comme si j'étais une cliente ordinaire. Et ça m'avait beaucoup amusé, ce bilan. Et probablement, c'est ce qui a orienté à mon insu, parce que j'en avais pas du tout conscience au moment où ça s'est passé, que ça allait influencer mes choix d'après. Mais c'est vrai que je m'inquiétais pas du tout de l'avenir, mais pas du tout. Ce qui m'importait, comme tu l'as dit, c'était ma mobilette turquoise, hein, une Honda Ciao. Je peux t'assurer que c'était quand même un truc de ouf d'avoir un truc pareil, et sur lequel j'étais tellement heureuse, avec un sentiment de liberté mais incroyable. Et c'est vrai que c'était vraiment mon objectif, c'est d'avoir le bac pour avoir ma mobilette. Enfin, et que j'ai finalement décidé bien après l'été que effectivement j'irais en psycho, parce que je trouvais ça intéressant, mais de façon un peu plus approfondie par rapport à ta question. Je crois que ce qui m'a beaucoup aidé globalement dans la vie, c'est d'avoir non pas tant que ça confiance en moi, parce que j'ai beaucoup de doutes et que je peux vaciller parfois sur mes bases en remettant en question ce que je fais, qui je suis, pourquoi je le fais, est-ce que ça a du sens ce que je fais, est-ce que c'est vraiment juste ce que je fais, etc. Mais je crois avoir, je ne sais pas bien pourquoi, mais une vraie confiance en la vie, c'est-à-dire que j'ai une espèce de sensation très fréquente que la vie est plus forte que tout, et que ça sert pas à grand chose de vouloir lutter, d'aller à contre-courant, même si j'essaye parfois, hein, de toutes mes forces, j'essaye d'aller à contre-courant et je m'acharne. Mais je crois avoir vite compris que la vie était plus forte que moi, et que malgré les stoïciens qui disent il faut toujours s'attendre au pire pour se préparer, il me semble que j'ai toujours été, même encore aujourd'hui, dans l'idée que on peut toujours s'attendre au meilleur dans le fond. Et voilà. Enfin, je crois qu'il y a une espèce de, tu vois, de truc un peu tricoté comme ça en moi, où bien sûr que j'ai confiance en ce que je suis, tout en étant bourré de doutes et en étant traversé, comme tout le monde, par des sentiments d'illégitimité, voire d'imposture. Tu vois, me poser 1000 questions sur ce que je fais. Est-ce que je le fais bien? Est-ce que je le fais suffisamment? Parce que je suis une bosseuse quand même acharnée. Et en même temps, avoir une vraie confiance, tu vois, une vraie confiance globale. Ça, c'est quelque chose qui te suit tout le temps. Je crois. Oui. Oui. L'année de ta licence, tu tombes éperdument amoureuse d'un garçon qui habite Paris et que tu croises sur une piste de ski. Et là, tu vas mettre en place une stratégie savamment orchestrée pour le revoir. On va s'arrêter, Jeanne, quelques instants sur cet épisode de ta vie, parce que là encore, à mon avis, il nous éclaire parfaitement sur le personnage loufoque et si attachant que tu peux être. Chers auditeurs, attachez vos ceintures. Jeanne Siofachin, comme vous ne l'avez jamais entendu. Mais oui, évidemment. Comment veux-tu que je raconte des histoires aussi invraisemblables ailleurs qu'avec toi, Lola? C'est juste impossible. Mais en même temps, c'est tellement vrai. J'adore raconter ça parce que ça fait tellement partie de mon incarnation. Et c'est vrai que j'étais donc en licence de psycho, où déjà je commençais à m'emmerder un peu sévèrement. Et je rencontre ce garçon, mais dont je tombe raide amoureuse, mais
en bas d'une piste de ski. Et sauf qu'il y avait juste un petit problème, c'est que moi j'habitais donc toujours à Avignon, ou plus exactement je faisais mes études à Aix-en-Provence, et lui habitait Paris. Et c'était un garçon qui était, à mes yeux, de cette époque, pas très facile à attraper. Et puis, comme toutes les adolescentes, je me disais, je veux pas faire la fille qui, tu vois, à lui courir après. Et je sentais bien que ça allait être un peu compliqué. Et donc, j'arrive, mais comme une fusée dans la chambre d'étudiante d'une de mes meilleures amies de l'époque, qui faisait des études de je ne sais plus très bien quoi d'ailleurs. Et je lui dis, écoute, tu sais, elle s'appelait Anne-Marie, bon, on fait ce qu'on peut, hein. Et je dis, non mais c'est horrible de s'appeler Anne-Marie, c'est difficile quand même. Non mais c'est difficile. Avoue, c'est difficile. Et donc, je vais la voir et je lui dis, écoute Anne-Marie, voilà, j'ai bien réfléchi. Alors tu penses, j'avais pas du tout réfléchi. Hein. J'ai bien réfléchi. Je crois que ce qui est très important dans la vie, c'est l'anglais. Alors, plutôt que de rester comme ça, on était, je sais pas, au mois d'avril, continuer dans ces facs où on n'apprendra rien du tout, ce qu'on va faire, je te propose un plan vraiment mais solide. On va partir en Angleterre, on va aller travailler en Angleterre et comme ça, on va bien apprendre l'anglais. Et quand on aura bien appris l'anglais, on aura vraiment un bagage satisfaisant plutôt que nos diplômes. Donc, pour une raison invraisemblable là encore, la fille en question, je ne sais pas pourquoi, trouve mes arguments très solides, qui évidemment ça ne l'était pas, et je convainc donc cette fille, je dis à mes parents que je partais en Angleterre, qui sont ahuris, qui me disent mais qu'est-ce que tu fais, etc. Je leur tiens le même discours, ils n'étaient pas du tout d'accord, mais bref, ça m'était totalement égal. Donc je m'embarque pour un train puis un bateau parce que j'avais absolument pas les moyens de prendre un quelconque avion et que évidemment j'avais zéro financement. Du coup je vais voir une de mes tantes qui était beaucoup plus jeune, qui était décalée par rapport à ma maman en termes d'âge, en lui racontant toute mon histoire, qui me donne 300 francs à l'époque, ce qui était une fortune incroyable, pour que je puisse mettre mon rêve en action. Et me voilà partie en train avec cette pauvre Anne-Marie dans le train, et qui de coup me dit « Mais Jeanne, est-ce que c'est bien raisonnable de partir en Angleterre ?» Et ce à quoi je dis « Oui, donc je continue. » Mais en fait, mon seul projet dans cette histoire, c'était que pour aller en Angleterre en train, en partant d'Avignon, c'est que j'étais obligée de m'arrêter à Paris. Et oui. Et que donc, en m'arrêtant à Paris, je pouvais téléphoner à mon amoureux, qui était un amoureux très très fantasmé quand même dans cette histoire, et lui expliquer que par concours de circonstances, j'étais à Paris pendant 48 heures, parce que je partais en Angleterre pour un projet très élaboré. Et donc, comme il était quand même gentil, ce garçon, il est venu me chercher à la gare, il m'a emmené faire de la barque sur le lac du Bois de Boulogne, enfin un truc complètement invraisemblable. Il s'est pas passé grand-chose, pour ne pas dire rien ou presque rien. Et puis, 48 heures après, il a bien fallu partir en vrai en Angleterre. Et quand on s'est retrouvé dans ce deuxième tronçon de voyage avec toujours cette pauvre Anne-Marie que je trimballais, on ne sait pas très bien comment, tout d'un coup, j'ai eu une espèce de truc qui m'a dégouliné le long de la colonne vertébrale en me disant « Mais Jeanne, quand même, mais qu'est-ce que tu vas t'embarquer en Angleterre ?» J'avais aucun point de chute, personne que je connaissais à Londres, mais personne. Sauf que j'avais tellement embarqué cette Anne-Marie dans mon histoire que je pouvais pas lui dire que c'était un projet qui tenait pas la route et que maintenant que j'étais passée à Paris, on n'avait qu'à faire demi-tour, c'était fini l'histoire. Que c'était une blague en fait. C'était juste une blague. Donc je suis allée jusqu'au bout de mon truc. On est arrivé à Victoria Station à Londres. Et là, on a posé nos bagages dans une consigne qui existait encore à ce moment-là. Et on a passé la journée à Londres toutes les deux, en passant de boutique en boutique et en disant aux gens « We are two French girls » avec un accent parfait « and we are looking for a job ». Et évidemment, tout le monde nous a jarté non-stop. Et donc, à la fin de la journée, j'ai bien été obligée de m'avouer vaincue. J'ai dit à Anne-Marie « Écoute, là on pouvait plus ». Elle m'a dit « Écoute Jeanne, maintenant ». Elle commençait un peu à réaliser que c'était n'importe quoi. Donc, elle me dit « Écoute Jeanne, maintenant ça suffit, on rentre à la gare, on prend nos bagages et on rentre ». On est revenu à la gare et il y avait un bar
dans la gare, et j'ai dit, écoute, je fais une dernière tentative avant de prendre le train. Et donc je rentre dans le bar, et je dis, bon, we are two French girls and we are looking for a job. Et là, le garçon à qui je me suis adressée m'a dit, yes, wait a minute. Et m'a fait monter dans le bureau, et m'a dit, ah bon, mais vous voulez travailler, mais vous êtes d'accord pour travailler dans un bar, etc. Je dis, oui, bien sûr, on est deux, oui, etc. Et donc ils avaient donc ils nous ont embauchés toutes les deux, à l'instant même. Ils avaient des espèces de foyers pour leurs employés dans lesquels nous ont casés, et fort heureusement, parce que évidemment, on n'avait ni argent, ni possibilité de payer quoi que ce soit à Londres. Et pendant 3 mois, on s'est retrouvés à Victoria Station, à Europa Bistro, s'il te plaît, tous les matins, avec des queues invraisemblables de personnes qui attendaient, de dire coffee please, 18 pence please, coffee please, 18 pence please, coffee please. Et ça a duré comme ça pendant 3 mois. Et le plus drôle, c'était l'alcool, parce que moi, je buvais pas du tout, j'avais pas du tout cette culture de l'alcool, même en étant étudiante et tout, ça c'est quelque chose qui appartenait pas du tout à ma vie. Et donc les gens qui venaient à d'autres heures de la journée demandaient des brandy, des je sais pas quoi. Moi, je savais même pas ce que c'était, donc je leur demandais de me montrer la bouteille. Je savais pas comment on faisait les doses. Enfin, c'était une expérience de ouf. Mais ouais. Et jusqu'au moment où je me suis dit, parce que je continuais quand même à essayer de garder un contact avec le garçon en question. Là, il faut pas oublier l'histoire. Oui. Alors après cette parenthèse londonienne, un rapide arrêt à Paris où tu revois ce fameux coup de cœur, tu rentres dans ta Provence natale, tu obtiens ta licence de psycho que tu avais mis entre parenthèses, et comme Jeanne, tu ne perds jamais le nord, mais surtout que tu ne lâches jamais le morceau, tu fais tes valises direction Paris, sans un sou en poche, mais bien déterminé cette fois à conquérir le cœur de ce garçon. Pour la petite histoire, ce garçon fait encore partie de ta vie, des années après, il a même été témoin à ton mariage. S'il n'a pas été l'homme de ta vie, il a en quelque sorte malgré tout changé le cours de ta vie, et ça on va le voir dans quelques instants. La moralité de l'histoire finalement, c'est que ça vaut le coup de s'acharner. En tout cas, je crois que c'est très important de croire en ses rêves. Et j'aime bien cette phrase qui dit il faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue alors qu'on les poursuit. Ça me revient pas là tout de suite de qui est cette phrase, mais ça me reviendra sûrement. Et c'est vraiment ça. Tu vois, je crois que c'est important de garder intact ses rêves en grand, sa vie en grand, pas forcément parce qu'on l'atteindra, mais parce que ça donne le sens des voiles, ça donne le sens du vent, et ça permet de garder cette énergie qui fait que même si on rencontre des tempêtes et que par moments on échoue à des endroits imprévus, on a le courage au sens étymologique du terme, le cœur de repartir et de remettre le cap. Et oui, je crois que c'est très important de croire en ses rêves. Et j'aime bien aussi cette phrase qui est tout à fait anonyme mais qui dit si ça se trouve, les planches à repasser sont des planches de surf qui n'ont jamais réussi à atteindre leurs rêves. Donc voilà. Donc oui, je crois que c'est important de croire en ses rêves et que ça nous porte. Mais c'est pas tout à fait la même chose que d'avoir une ambition. J'ai jamais eu une ambition. J'ai jamais eu un objectif, mais toujours une énergie d'accomplir. C'est pas tout à fait la même chose. Enfin, je crois que c'est même pas du tout la même chose. Tu vois, je me suis jamais dit je vais aller là et j'irai comme ça. Mais justement, on va le voir. À Paris, tu te fais embaucher en tant que psychologue dans un club de rencontres et de loisirs. Tu reçois les futurs adhérents qui ont en moyenne déjà une 50aine d'années et tu dresses leur profil psychologique. On rappelle que tu es encore toute jeune à ce moment-là. Et puis, là encore, tu te laisses guider par tes envies et ton instinct. Tu tombes amoureuse d'un autre garçon qui fait une école de communication. Tu trouves que ça a l'air chouette. Donc ni de une ni de deux, tu t'inscris en com. Et là encore, tu fais du forcing au culot pour intégrer l'école. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai. En fait, de t'entendre raconter ça, ça me fait drôle, mais c'est vrai, ça s'est vraiment passé comme ça. C'est-à-dire que, effectivement, vraiment, je monte à Paris avec ma valise en carton comme Linda de Souza, avec zéro perspective en tête, si ce n'est de continuer à tenter de séduire ce garçon que, comme tu l'as dit, je séduirai jamais vraiment.
Et puis voilà, une petite annonce paraît dans un journal où ils cherchaient une psychologue dans ce club de rencontre qui est quand même une espèce d'ancêtre de Mythique, de Tinder et de Bumble, et un mix avec des agences matrimoniales. Et c'était pas ça du tout l'idée de ce club, c'était en fait de regrouper des personnes qui avaient des aspirations communes, des centres d'intérêt communs, des vieux de 50 ans. Hein. Moi, effectivement, j'avais à peine 20 ans. Pour moi, les gens de 50 ans, c'était des vieillards total. Et en fait, quand je suis arrivée me présenter en entretien avec le directeur de cette agence, hein, qui s'appelait encore, remarque, doit être marqué par l'Europe, qui s'appelait Euroclub 2000. Hein, on était, voilà, Euroclub 2000, c'était quand même tout un truc. Et il me dit, écoutez, je vous reçois, je sais pas très bien pourquoi, j'ai déjà reçu 10 psychologues aujourd'hui, et de toute façon, mon choix est fait. Mais enfin bon, votre CV m'a intéressé, je vois pas bien quoi, hein, parce que je vois pas comment je peux avoir un CV très intéressant, mais enfin bref. Et donc voilà, ça m'intéressait de vous rencontrer, donc on discute, et à la fin de l'entretien, il me dit, écoutez, très bien, en fait, c'est vous que je vais prendre, est-ce que vous pouvez commencer lundi? Et je dis, bah oui, bien sûr. Et donc j'ai commencé comme psychologue, ce qui était absolument aberrant, hein, je comprenais rien à la psycho, très sincèrement, et j'avais fait une licence de façon quand même très invraisemblable, comme on vient de le raconter, et j'avais vraiment des notions très floues. Mais à cette époque-là, on pouvait travailler comme psychologue avec seulement une licence, ce qui est plus du tout possible aujourd'hui, et tant mieux, parce que c'était quand même très farfelu. Et c'est vrai que je me suis lassée relativement vite, parce que m'intéresser à la vie de ces vieilles bonnes femmes de 50 ans, mais c'était un pinceau vraiment, hein. Je voyais pas tellement le pitch, vraiment je voyais pas. Et effectivement, comme tu l'as dit, ce garçon dont je tombe amoureux s'embarque pour une école de com. Je trouve ça a l'air formidable. Je débarque dans cette école, je sais pas moi, le 30 septembre, et le responsable des études me dit, ah bah non, mademoiselle, c'est plus possible, c'est fini. Je dis, mais si, vous allez voir, posez-moi des questions, je peux répondre, vous allez voir. Vraiment, je serai une bonne étudiante, vous regretterez pas. Enfin, j'ai fait un baratin de dingue. Et effectivement, j'ai passé une espèce d'oral complètement à l'arrache sur des sujets, je ne sais pas très bien comment je m'en suis sortie parce que j'y connaissais rien. Et j'ai intégré cette école de com, en effet. Avant même de terminer donc cette école, tu as déjà plusieurs propositions de boulot, dont celle d'une petite agence qui te court après avec insistance. Alors que tu t'apprêtes à refuser ce job, contre toute attente, tu l'acceptes. Cette décision va changer le cours de ta vie, puisque par la suite, on te proposera même de prendre des parts dans la société. Alors côté vie privée, tu te maries, un mariage éclair. Là encore, sans te poser trop de questions et en suivant tes envies, tu quittes le monsieur. La semaine d'après, tu rencontres quelqu'un d'autre. Au bout d'un mois, tu décides de faire un bébé, et puisque la vie, elle non plus, ne semble pas te résister, aussitôt dit, aussitôt fait, bah tu tombes enceinte. Il y a vraiment rien qui te résiste, hein. Mais oui, mais raconter comme ça donne cette sensation. Mais c'est vrai, enfin tout ce que tu dis, bien sûr, est la pure réalité. Mais c'est vrai que j'ai fait cette école de com, que je sais même pas si j'étais raconté ça, mais le directeur de l'école, qui était Denis Huisman, qui était quelqu'un qui était très connu à l'époque, parce que c'est lui qui faisait tous les manuels de français, de terminale en particulier. C'était un philosophe incroyable. Et qui un jour me convoque. Oui, c'est ça, et qui un jour me convoque dans son bureau, alors que j'étais une étudiante totalement anonyme au milieu de l'amphi et des cours. Il me convoque dans son bureau en me disant, voilà, j'ai décidé de monter l'association internationale des étudiants en communication, et j'ai décidé que vous seriez la présidente. Donc j'ai regardé cet homme, j'étais très impressionnée. Il avait un immense bureau sur les Champs-Élysées. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça de ma vie, hein, et je l'ai regardé, je lui ai dit, d'accord. Enfin, je savais pas du tout qu'est-ce que ça voulait dire et qu'est-ce que j'étais supposée faire, mais j'ai dit d'accord. Du coup, il m'a envoyé bosser pendant quelques mois au Québec, où je me suis retrouvée à donner des cours en fac de com, alors que j'y connaissais rien, je rappelle. Alors, comme je suis une bosseuse, je potasse et après je trouve des trucs à raconter, où j'ai bossé au ministère de l'énergie au Québec, tout ça, tout frais payé par l'école de com. Et effectivement, donc dans cette école, j'ai rencontré un garçon. Je décide de me marier avec ce garçon parce que quand même, j'avais très envie d'avoir une cocotte minute et que je me disais que c'était un bon plan de mettre ça sur ma liste de mariage et qu'une cocotte minute, ça me paraissait hors de prix et que je pourrais jamais me l'offrir. C'est pas
Mais c'est sûr que c'est vrai, en fait. C'est terrible, mais c'est vrai. Et voilà. Et c'est vrai que je me marie avec ce garçon, plus très convaincu quand même quand arrive le jour du mariage, pour dire la vérité. Et une amie d'enfance, donc une amie qui était avec moi avant que je redouble, si tu me suis, qui était à l'entrée de l'église quand je me suis mariée avec ce garçon, me dit, mais Jeanne, arrête. Tu peux encore reculer. Je dis, écoute, non, tant pis, j'y vais, voilà. Et pendant le sermon du prêtre, parce que du coup, de ma petite bourgeoisie de province, j'ai tout fait bien à l'église, avec au bras de mon papa et ma robe blanche et tout ça, enfin tout bien. Et pendant que le curé parlait, je me dis, oh là là, mais dans combien de temps je vais divorcer, comment je vais faire, etc. Enfin, c'était pas très glamour dans ma tête. Et effectivement, je suis partie une petite année après, et voilà, et j'ai rencontré un garçon très vite, et tout d'un coup, j'ai décidé que c'était le moment d'avoir un bébé, et bim, je lui ai demandé au garçon. Oui. Enfin, au garçon qui est le père de ma fille quand même. Donc voilà, je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord pour qu'on ait un enfant? Il m'a dit, bah écoute, si tu veux. Et hop, j'étais enceinte le soir même. Alors après, il trouvait que c'était un peu rapide et que c'était peut-être pas tout à fait le moment et tout ça. Mais bon, moi j'avais décidé, c'était comme ça et voilà. Et aujourd'hui, t'es la maman de 2 enfants. Quand on a comme mère Jeanne Siofachin, est-ce qu'on a la pression? J'imagine que d'entendre parler d'enfants surdoués sans arrêt à la maison, ça peut être un peu pénible que l'on soit ou pas surdoué. D'abord, je parle pas du tout de ça comme ça, et j'en parle pas du tout. Enfin, bien sûr que j'en ai parlé, mais j'ai surtout beaucoup saoulé mon mari actuel, avec qui je précise, parce que malgré mes frasques et ma vie un peu étrange, je me suis ensuite mariée avec Alain, qui est mon mari actuel, et avec qui nous allons faire une fête de nos 30 ans de mariage cet été, et avec qui je suis depuis 32 ans, et c'est formidable. Donc il m'a fallu tous ces soubresauts pour arriver jusque-là. Mais j'ai beaucoup saoulé Alain avec tout ça, ça c'est clair, parce que vraiment Alain c'est mon partenaire de vie, c'est mon partenaire enfin c'est devenu après, très longtemps après, mais mon partenaire professionnel, et c'est vrai que j'ai toujours beaucoup discuté avec Alain pour comprendre des trucs, pour affûter mes idées, pour tu vois, avoir comme ça quelqu'un avec qui je pouvais faire une sorte de ping-pong intellectuel. Et Alain, qui est un garçon très ouvert, très généreux, m'a toujours laissé beaucoup de place et pour avoir ce genre de discussion. Mais pour mes enfants, très sincèrement, mon fils, il n'y a pas si longtemps, enfin quand je dis il n'y a pas si longtemps, il y a une quinzaine d'années ou je ne sais plus combien de temps, un jour on m'a dit mais quand même, maman, mais quand même, comment tu peux dire ça? Pour une psy, c'est grave. Donc, tu vois, et comme tout le monde, c'est-à-dire que je suis pas du tout, je suis pas du tout psy quand je suis avec mes enfants ou chez moi. Et d'ailleurs, quelquefois, je me dis, mais c'est quand même complètement dingue de pouvoir être tellement engagé dans mon métier et rassurer des parents et donner des pistes, des éclairages pour aider les parents à être plus en harmonie avec leurs enfants ou avec je ne sais pas qui, et moi-même, tu vois, être juste une nana de base dans ma vie, dans ma vie de couple, dans ma vie de mère. Enfin, j'ai fait comme tout le monde, hein. J'ai fait comme j'ai pu, avec ce que je croyais être bien pour mes enfants au moment où je l'ai fait, avec tout l'amour que je pouvais donner, avec le temps parfois un peu court que je pouvais leur consacrer, parce que c'est vrai que j'ai toujours beaucoup bossé et beaucoup consacré de temps à mon boulot, et je suis sûre qu'ils auraient des tas de choses à raconter à un psy aujourd'hui. Mais c'est leur histoire, c'est leur vie d'adultes maintenant. Mais bon, après, ça n'empêche pas, tu vois, on a eu un moment, et je le dis très tranquillement, on a eu des difficultés de couple avec Alain à un moment de notre vie. On est allé voir une psy de couple et ça a été formidable. J'en garde un souvenir avec beaucoup de reconnaissance, parce qu'on était vraiment sur le bord d'exploser, et on est allé voir cette psy 3 fois. Et voilà, et on fête nos 30 ans de mariage. Enfin, tu vois, j'ai traversé des moments avec mes enfants, avec Alain, avec ma vie hyper compliquée, parce que en réalité, j'ai un vrai fond anxieux. Je sais pas comment dire ça. Comme je le disais un peu tout à l'heure, néanmoins, j'ai toujours la sensation que je pourrais faire mieux. Tu vois, j'ai jamais la sensation que je suis arrivée au bout de quoi que ce soit. J'ai toujours cette sensation qu'il faut que j'apprenne encore, qu'il faut que je comprenne encore, qu'il faut que je m'améliore, que je me dois pour les personnes que je reçois aujourd'hui, pour les bouquins que j'écris, d'aller toujours plus loin.
pas du tout avec un truc de perfectionnisme, parce que je suis pas du tout perfectionniste, mais avec quelque chose de très persévérant, de très rigoureux et probablement de très respectueux par rapport à ce que je fais et en fait de profonde humilité parce que j'ai souvent la sensation que beaucoup d'autres feraient mieux que moi. J'ai pas du tout une sensation que je peux faire des tas de choses que d'autres ne feraient pas. Ça, c'est plutôt les gens qui me le renvoient. Mais moi, au fond de moi, c'est pas du tout ma perception. Ma perception, je suis plus vacillante que archi sûre de moi. Mais Mais tu continues à avancer. j'active des mécanismes. Oui. Oui, c'est ça, voilà. J'active des mécanismes en étant sûre de moi. Tu vois, il y a quelque chose de très paradoxal. Mais comme chez tout le monde, enfin, moi, je le vois beaucoup chez les patients que je reçois. On n'est jamais totalement quelque chose. On est tout le temps dans des nuances en réalité. Et c'est ça qui est riche humainement. Enfin, je crois vraiment. Pendant des années, 12 ans, tu évolueras dans le milieu de la communication, collaborant avec de nombreux et prestigieux clients comme L'Oréal, BMW, Cartier pour ne citer que. C'est l'époque où l'argent coule à flot dans la communication, où les budgets n'ont quasiment aucune limite. Et c'est lors d'un énième événement totalement démesuré que tu organises sur les bords du lac de Genève que tout bascule. Mais oui, mais c'était une vie, mais c'était incroyable. Mais comme je suis heureuse d'avoir vécu cette vie, mais même si j'ai l'impression que je parle de quelqu'un d'autre quand je parle de cette époque de ma vie, mais c'était incroyable. Les boîtes dépensées, mais des millions et des millions pour le lancement d'un nouveau parfum, d'un nouveau bijou, de n'importe quoi. Et comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, je me suis embarquée dans une toute petite agence de com alors que une grosse boîte américaine qui avait une filiale en France et qui me proposait des ponts d'or. J'avais la ferme intention d'aller bosser dans cette boîte. Et pour une raison complètement saugrenue, je n'arrivais pas à me dépêtrer de cette nana, de cette micro-boîte où elle bossait avec sa sœur et une nana, et qui me courait après en m'appelant 10 fois par jour, en me faisant appeler par la terre entière pour que je vienne bosser avec elle. Et un jour, j'étais tellement excédée que je lui ai dit, écoute, maintenant, ça suffit. Je suis allée en rendez-vous avec cette nana qui avait des microscopiques bureaux sous les toits, parce qu'évidemment, elle gagnait pas beaucoup d'argent à l'époque, et bien décidée à ce qu'elle entende clairement que je lui dise « Non, je ne veux pas venir travailler avec vous ». On fait l'entretien, elle me raconte des choses incroyables, tout ce que je vais pouvoir faire d'incroyable en venant travailler avec elle, etc. Et moi, dans ma tête, je disais, mais non, ma cocotte, je vais te dire non. Tu vas être déçue, mais je vais te dire non. Et à la fin, elle me dit, bon, vous êtes d'accord, donc là, vous n'avez pas fini vos études, mais dès que vous avez fini, de toute façon, on peut commencer avant, je vous laisserai passer vos examens tout le temps que vous voulez. Et voilà, donc j'allais lui dire non, et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai répondu, ah ben oui, d'accord, mais bien sûr, ça me va très bien, ok, on va faire ça. Et donc me voilà embarquée dans cette microscopique boîte qui effectivement a changé ma vie parce que il se trouve que pour des tas de raisons qui seraient beaucoup trop longues à déployer, on a eu d'incroyables possibilités d'énormes budgets, que une des deux sœurs a décidé de suivre son amoureux, elle, au Danemark, que l'autre avait d'autres chats à fouetter que de s'occuper de cette agence qui donc fait rentrer, j'étais toute petite encore, d'âge en tout cas, j'avais, je sais pas, 22 ou 23 ans, même pas. 22 ans peut-être. Et donc, évidemment, il décide de faire rentrer un patron d'une grosse boîte qui avait pignon sur rue à Paris pour prendre la direction de cette agence. Mais très vite, quand il est arrivé, autant je m'entendais bien avec le duo de sœurs, autant avec ce garçon, c'était pas possible. Enfin, c'était ou lui ou moi, mais c'était pas les deux. Donc, comme dans ma tête, j'ai très vite décidé que ce serait moi. Alors que je n'avais aucune raison de pouvoir le penser, mais en fait, je lui ai fait la misère à ce pauvre mec. Mais c'était, je sais pas comment je m'y suis pris, mais au bout d'un moment, aujourd'hui, on parlerait de burn-out, mais c'était pas loin. Tu vois, au bout de 6 mois, il en pouvait plus, il a dit que non, qu'il allait arrêter. Et du coup, elles étaient très emmerdées, les sœurs qui avaient quand même toujours des parts dans la boîte, il lui avait filé 25%, je crois. Et il y avait personne d'autre que moi en même temps, et la secrétaire. Que tu voulais qu'elle fasse. Elles sont retournées en me disant, Jeanne, tu voudrais pas prendre des parts dans la boîte? Je dis, oui, bien sûr. Je savais pas du tout ce que ça voulait dire, hein. Je savais pas du tout ce que ça voulait dire. J'ai dit juste oui, parce que ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, tu vois, dans la vie, encore aujourd'hui, c'est de dire oui. Parce que après, tu aménages. Mais dire oui, je trouve ça beaucoup plus intéressant et ça ouvre beaucoup plus de perspectives et de possibilités. Tu vois, dire oui, ça veut pas forcément dire que tu es
d'accord avec tout ce qui va se passer après ou tout ce qu'on va te proposer, mais c'est oui, je veux bien écouter, oui, je veux bien envisager, oui, je veux bien essayer de comprendre, oui, je veux bien explorer. Tu vois, ça veut pas dire oui, je suis d'accord, faites de moi ce que vous voulez. Non, c'est oui, tu vois, c'est une espèce de j'ouvre la porte et après je vois, mais je ferme pas la porte au départ. C'est quelque chose dont je parle souvent d'ailleurs avec mes patients adultes, tu vois, de dire oui. Et j'aime bien la phrase de Frédéric Lenoir qui dit la joie, c'est dire oui à la vie. Tu vois, j'aime bien ça, ça me va. Et voilà, et donc c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler dans ces métiers. Donc on a eu des clients absolument prestigieux pour des tas de raisons, peu importe lesquelles, et on s'est bagarré beaucoup, hein, parce qu'il y avait beaucoup de concurrence, mais on s'est vraiment amusé. Mais j'ai fait des trucs dingues. Jusqu'à cette fameuse soirée. Ouais, jusqu'à cette fameuse soirée où je vends à mon client, parce que c'était quand même ça l'histoire enfin comme aujourd'hui, hein, dans la com, c'était de réfléchir à une stratégie de communication et de vendre un événement, puisque moi ma partie c'était l'événement. Et donc je vends à mon client qui était Piaget, l'idée complètement invraisemblable de reconstituer un temple grec sur les bords du lac de Genève, de faire tout un spectacle sur le lac de Genève avec une barge qui sortait de l'eau, des danseuses qui émergeaient, enfin un truc mais absolument fou. Comme il y avait des VIP qui arrivaient du monde entier, il fallait bien que leur avion privé se pose, donc on a construit une piste d'atterrissage éphémère pour que ces gens puissent atterrir avec leurs avions incroyables. Et donc, on était dans cette espèce de temple grec avec des statues grecques qui tournaient, qui devenaient vivantes. Bon. Et quelques minutes avant qu'on lance le spectacle, mon associé, parce que entre-temps, je m'étais associée avec un garçon pour faire avancer la boîte, que les deux sœurs étaient parties dans d'autres sphères. Et donc, j'avais des oreillettes avec mon associé pour manager l'ensemble de l'équipe technique et autres. Et tout d'un coup, je l'entends hurler dans les oreillettes. Putain, le groupe électrogène a sauté. Ce qui était quand même un drame, parce qu'un groupe électrogène qui saute au milieu de nowhere, avec tous ces gens et tous leurs bijoux, parce que les nanas, elles étaient couvertes de bijoux, il y avait des millions sur les nanas qui étaient là. Et donc on était dans le noir total quand même. C'était quand même un concept pas tout à fait prévu. Et là, j'ai senti un truc qui fissurait. Je me suis dit, mais en fait, je m'en fous. En fait, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi, de vendre plus de bijoux, plus de parfums. Ça n'a aucun sens. Alors évidemment, j'ai rien dit de ce qui m'agitait dans ma tête. Bien sûr, on avait un groupe électrogène de secours, donc bien sûr, on a pu mener au bout cette soirée de dingue. Mais là, vraiment, il y a quelque chose qui a fissuré totalement en moi et qui s'est jamais ressoudé. C'est-à-dire à partir de là, m'ont rattrapé vraiment des questions de sens de vie, de à quoi ça sert, de tout cet argent. Et c'est vrai qu'en plus, à cette époque, moi, je gagnais vraiment bien ma vie. Que je dépensais au fur et à mesure. Hein, donc, ça n'avait pas grand intérêt pour le long terme. Mais je trouvais ça, enfin, petit à petit, ça m'est devenu, mais physiquement, psychiquement, mais insupportable. Et après, il y a eu un petit événement beaucoup moins... qui avait beaucoup moins d'implication... où j'ai une cliente comme ça qui s'est mise à hurler Jeanne, un soir d'événement, d'inauguration de boutique, j'arrive ventre à terre, parce que dans ces métiers-là, quand tu fais de l'événement, tu es l'esclave de tes clients, et qui me dit, mais Jeanne, tu as vu la couleur des nappes? Et je dis, bah oui, c'est des nappes bleues. Elle me dit, elles sont pas bleues, elles sont vertes. Et tu sais, c'est dans ces couleurs intermédiaires où tout le monde se dispute tout le temps, il y en a qui pensent que ce turquoise, il y en a qui disent que c'est vert, d'autres que c'est bleu. Et bref, et là, je l'ai regardé cette femme, mais toujours avec un film que je me suis fait dans ma tête, en me disant, mais on s'en fout. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout? La couleur de la nappe, est-ce que ça a une importance dans la vie, une couleur de nappe? Et donc voilà comment j'ai décroché, quoi. J'ai décroché, mais presque comme un alpiniste, tu vois, sur une paroi, j'ai décroché. Je pouvais plus avancer, c'était fini. Alors, malgré tout, un peu comme une poule que l'on décapite et qui continue à marcher, tu restes encore quelque temps à la tête de ton agence. C'est grâce à ta seconde grossesse que tu réussis à quitter le navire, à quitter la boîte. Et là, tous les petits zèbres qui nous écoutent ce soir doivent être contents parce qu'on en arrive doucement mais sûrement à ce tournant de ta vie où tu vas te consacrer à nouveau à la psychologie. À cette période, tu travailles beaucoup de façon bénévole pour une association qui s'appelle Enfance et Partage, une association qui s'occupe notamment des enfants maltraités. En faisant quelques petits raccourcis, c'est comme ça que tu décides à 30 ans de reprendre des études de psycho et de retourner sur les bancs de la fac. Oui, c'est une période que je trouve très intense de ma vie, qui a été très complexe mais très intense. C'est vrai que je me suis cachée derrière la grossesse de mon fils, Hugo.
par rapport à mon associé parce que je me sentais archi coupable de le laisser tomber parce que je suis vraiment une fille d'engagement et que c'est compliqué de laisser une boîte qui marche bien. Tu vois, quand tu déposes le bilan, tu déposes le bilan, c'est douloureux, mais nous, on avait une boîte qui marchait bien, on était très nombreux, on avait beaucoup de clients. C'est très difficile, mais moi, je pouvais juste plus. C'était impossible pour moi de continuer à m'agiter, à dépenser de l'énergie pour monter ces événements qui me semblaient tellement creux et vides de sens. Donc c'est vrai que je me suis planquée derrière la grossesse d'Hugo en disant voilà, Jeanne est enceinte, Jeanne vient d'accoucher, Jeanne est en congé maternité, c'était quand même un truc qui était très éloigné de moi d'être en congé maternité, mais bref. Et c'est vrai que c'est la seule époque de ma vie où pendant 5 mois je suis restée chez moi à me demander ce que j'allais bien pouvoir faire de ma vie et où toute l'année de ma grossesse de Hugo, j'ai travaillé effectivement, enfin pas du tout travaillé, mais j'étais bénévole à Enfance et Partage. Et c'était très lourd parce que c'était des enfants très maltraités qu'on suivait, et qui appelaient en pleine nuit avec des détresses, en particulier des détresses sexuelles très douloureuses, et tout ça bénévolement bien sûr. Et je me suis beaucoup investie dans cette association. Et c'est vrai qu'une fois encore, avec mon partenaire de vie Alain, donc mon mari, à force de discuter, un matin, je me suis réveillée en me disant mais pourquoi je repartirais pas en psycho? Et me voilà repartie en psycho, donc à 30 ans, à la fac à Paris cette fois-ci, puisque j'habitais quand même, je suis restée à Paris toutes ces années, envers et malgré toutes ces choses que nous avons racontées. Et voilà, et là, j'ai surbossé parce que moi, quand je suis arrivée en psycho, moi j'avais l'habitude depuis plus de 10 ans de traiter avec des grands patrons de budget invraisemblables pour monter des événements fous, et que j'avais, pour moi, la psycho, c'était du même ordre que, la psycho que j'avais fait à Aix, quand j'étais, donc, 10 ans avant, c'était du même ordre que ce que j'avais fait au lycée en histoire géo. Enfin, j'avais aucune notion, c'était vraiment, je comprenais rien. Mais sauf que bon, voilà, j'étais plus âgée, j'avais une expérience de vie, une expérience professionnelle, et ça m'a passionnée, la psycho, alors vraiment passionnée. Donc j'ai demandé à faire le DESS et le DEA la même année, alors que tous les étudiants pleurnichaient pour faire tout ça en 2 ans. Mais moi j'avais une espèce de boulimie d'avancer, d'apprendre, de comprendre, d'engranger des expériences. Donc c'est vrai que ça a été j'ai passé 2 ans à la fac où j'ai fait 4 ans en 2, mais où vraiment ça a été très très riche sur un plan humain, et ça a marqué complètement ma vie professionnelle actuelle. Et oui, parce qu'une fois n'est pas coutume, tu ne fais rien comme tout le monde. Donc après ton Master 1, tu enchaînes avec un Master 2 pour lequel il faut choisir entre 2 spécialités. Et puisque là encore, tu n'as peur de rien et surtout pas d'une surcharge de travail, parce que ça sous-entend double cursus, double mémoire, tu vas voir le président de l'université pour renégocier ce double cursus. Est-ce que tu serais pas un petit peu casse-bonbon quand t'as décidé un truc, Jeanne? Mais je suis un peu, oui, enfin, je sais pas. Je pense que je suis surtout un peu, déterminée, oui, clairement. Mais j'emmerde personne avec mes déterminations. Hein. C'est moi par rapport à moi. Hein. Juste, le problème pour le président de fac, c'est que jamais personne n'était venu lui demander un truc aussi saugrenu. Donc, il s'est retrouvé emmerdé parce qu'il savait pas quoi faire et quoi dire. Donc, effectivement, il m'a autorisé à suivre le double cursus en me demandant de choisir un master 2. Et donc, j'ai fait un master de clinique et un master de recherche la même année. Donc, j'ai fait double stage, double mémoire de recherche, double cours, mais je n'ai eu droit de passer qu'un diplôme. Donc j'ai choisi de passer un diplôme de clinique, mais ce qui m'a pas empêché quand même de continuer de faire un travail de recherche derrière, hein, parce qu'il faut pas exagérer. Alors, j'ai continué. Autre anecdote, la façon dont tu choisis le sujet de mémoire de fin d'études et ton directeur de mémoire, parce que là encore, c'est pas une histoire banale. Oui, mais c'est une histoire de vie, là encore. C'est vrai que j'étais dans cet amphi avec tous ces étudiants, et moi j'étais quand même, tu vois, j'arrivais dans notre monde, mon monde événementiel, etc. Et il fallait choisir un directeur de mémoire, et visiblement il y avait des profs stars comme dans toutes les facs, et donc donc chaque prof présentait son sujet, et les étudiants venaient s'agglutiner à la fin, une fois qu'il fallait choisir, devant ces profs qui étaient stars, et il y avait un prof qui n'intéressait personne, mais personne. Et moi, je voyais ces grappes d'étudiants partout, et je me suis dit, mais franchement, c'est complètement idiot. De toute façon, moi, je comprenais rien à ce qui se disait, parce que c'était au tout début quand j'ai repris psycho, où j'ai choisi un directeur de mémoire qui est celui qui m'a accompagné jusqu'à mon travail de recherche de 3e cycle, donc bien après le master 2, mais je comprenais même pas l'intitulé des trucs, donc si tu veux, ça m'était complètement égal. Donc je me suis dit, ça sera beaucoup plus simple d'aller avec ce prof.
Et je suis effectivement allée avec lui, et quand il a fallu, après, dans un deuxième temps, justifier pourquoi on l'avait choisi, parce que en fait, je me suis retrouvée avec un groupe d'étudiants qui avaient tous les recalés que les autres profs n'avaient pas pu prendre dans leur groupe parce qu'ils étaient trop nombreux, donc ils se sont retrouvés obligés de venir avec ce prof-là, qui est qui est vraiment mon mentor absolu, qui est le professeur Bernard Gibello, qui donc lui était quelqu'un de pas du tout commode. En effet, après j'ai compris pourquoi les étudiants l'avaient pas choisi, mais sur le coup je savais pas. Et quand il est arrivé mon tour d'expliquer pourquoi je l'avais choisi, la seule chose qui m'est venue dans la tête, parce que je me suis dit de toute façon tous les autres étudiants s'étaient fait copieusement engueuler avec les arguments qu'ils avaient tenté de dénoncer les plus chiadés possibles, et moi j'avais aucun argument, donc la seule chose que j'ai pu dire à cet homme, c'est que je l'avais choisi parce que je trouvais qu'il avait une bonne tête, ce qui était quand même très effronté, et de cet homme si sévère, et en fait je pense que ça l'a attendri, et que voilà, et qu'une vraie histoire d'amour avec le professeur Gibello s'est nouée, et que c'est vraiment lui qui m'a mis dans cette filiation, hein. Je me sens très très dans la filiation de ce prof, donc qui était à la fois prof de psychiatrie, prof de psychologie, et qui avait monté ce laboratoire de recherche sur le fonctionnement intellectuel à l'hôpital de Salpêtrière à Paris. Et à l'époque, ce qui t'intéresse, ce sont les déficiences intellectuelles. C'est dans son laboratoire que tu commences à recevoir des adolescents en péril scolaire avec des souffrances psychologiques associées compliquées. Pour le rappel, il n'existe qu'une seule référence à ce moment-là. C'est un livre d'observation de Jean-Charles Terrassier, psychologue, qui a développé un concept appelé la dysynchronie. Oui, c'est exact. Hein, c'est un psychologue, enfin c'est un psychologue scolaire, et qui avait pu observer ça, et qui avait considéré que c'était important d'en parler. Mais moi, effectivement, je suis rentrée là. D'abord, je m'intéressais absolument à ceux que je considérais avoir moins, c'est-à-dire aux déficients. C'était vraiment ça qui m'intéressait. Et c'est effectivement à force de rencontrer ces ados avec ces scores d'intelligence étonnants sur les échelles d'intelligence, justement avec des QI incroyables, et qui en même temps étaient dans des fracas et dans des échecs scolaires douloureux, et peut-être surtout dans des souffrances psychologiques sévères, que je me suis dit, c'est quoi ça? Vraiment, ça m'a hyper étonnée. Et Bernard Gibello, qui était quand même un homme, enfin je dis qui était parce que maintenant c'est un vieux monsieur, mais qui était vraiment un homme exceptionnel, enfin très visionnaire, vraiment incroyable, qui avait dû percevoir des trucs, enfin j'en sais rien quoi en vérité, hein, je sais pas très bien. J'ai jamais eu l'occasion vraiment d'en discuter avec lui, et qui un jour me dit ah tiens Jeanne, écoutez, il y a un congrès du Comité national de l'enfance au mois de décembre à Paris, avec des gens que j'admirais par-dessus tout et que je pensais jamais de toute ma vie rencontrer, même dans même rencontrer comme ça, croiser, hein, et là parler avec eux à une tribune, c'était juste dingue. Et voilà, j'ai pensé que vous alliez pouvoir venir parler des enfants surdoués. J'ai regardé Gibello, j'ai dit mais j'y connais rien aux enfants surdoués, rien. Il m'a dit, mais écoutez, pas de problème, on est au mois de février, dans 6 mois, vous serez parfaitement au point. Et là, ça a été un stress de dingue, et effectivement, je voyais tellement de ces enfants-là que je m'y suis intéressée, mais vraiment drivée par Bernard Gibello, qui m'a mis là-dessus, je sais pas pourquoi, en fait, je sais pas vraiment pourquoi. Mais voilà, et c'est comme ça que je me suis intéressée, et que j'ai découvert ce monde totalement méconnu de ces paradoxes là c'était des adolescents qui malgré leur incroyable intelligence pouvaient être dans des souffrances de tous les côtés très sévères. Donc c'est vrai que moi je suis rentrée dans ce monde-là par la souffrance en fait. J'ai eu un biais quand même en tout cas quand j'ai écrit mon premier livre sur l'enfant surdoué, j'ai eu vraiment un biais de la souffrance que j'ai rencontrée avec ces enfants, même si après j'ai rencontré des tas d'autres enfants bien sûr, et même avant d'écrire mon livre. Et puis j'ai été étonnée que il n'y ait pas plus d'écrits sur la psychologie de ces enfants-là, sur la psychopathologie, sur les mécanismes psychologiques. Et comme tu le dis, il y avait ce livre d'observation de Jean-Charles Terrassier, qui est un livre très intéressant, mais qui est vraiment un livre d'observation, de psychologue scolaire. C'est pas tout à fait la même chose. En 2000, tu fondes Cogitose, le premier centre en France de diagnostic et de prise en charge des troubles des apprentissages scolaires. Ce fameux Z qui vient de zèbre, un terme que tu choisis pour désigner les jeunes surdoués que tu rencontres. De tous les animaux de l'Arche de Noé, pourquoi avoir choisi le zèbre ? Pour une question complètement anecdotique, enfin c'est vraiment une anecdote, parce que en fait, avant d'écrire mon premier livre, je travaillais en collaboration déjà avec des établissements scolaires qui
qui accueillait ces enfants atypiques, qu'on n'appelait pas encore atypiques d'ailleurs, et qui s'appelait dans les établissements scolaires des enfants intellectuellement précoces. Et donc le raccourci, c'était les EIP, avec la liaison. Et à force d'être dans ces réunions pédagogiques où j'entendais en permanence parler de ces EIP, je trouvais ça tellement moche de parler de ces enfants comme ça, qu'un jour j'ai proposé à cette équipe, je leur ai dit, mais si on les appelait des zèbres, quand même on parle de drôles de zèbres, et puis un zèbre c'est un animal différent dans la savane, ça leur irait bien. Bon, et on a pris comme habitude dans cet établissement scolaire, les appeler des zèbres, et c'est cette anecdote que j'ai racontée dans mon premier livre sur l'enfant surdoué, et qui, pour une raison qui m'échappe totalement, et qui m'a toujours échappé d'ailleurs, c'est un terme qui a été adopté très largement. Mais moi, j'avais pas du tout cette idée-là. Quand j'ai écrit 5 lignes peut-être dans ce livre-là, j'avais pas du tout cette perspective. Je me suis pas dit tiens, j'invente un mot. J'ai écrit ça comme une anecdote. C'était pas du tout mon livre était vraiment destiné à mieux comprendre tous les mécanismes à la fois cognitifs, c'est-à-dire autour de l'intelligence, et psychologiques, qui régissaient d'une certaine façon la vie de ces enfants et qui pouvaient les conduire soit à des grandes réalisations, mais aussi parfois, et de façon paradoxale, à des douleurs de vivre terrifiantes. Ce premier livre, L'enfant surdoué, sort en 2002, presque aussi simplement que d'autres Presse des Oranges. Alors, est-ce que tu peux juste nous expliquer, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas forcément, qu'est-ce qu'un enfant surdoué et surtout comment est-ce qu'on le reconnaît ? Ouh là là, ça c'est une grande question, Lola. C'est une immense question, mais pour répondre rapidement à cette question, un enfant surdoué, haut potentiel, HPI ou zèbre donc, c'est un enfant ou un adulte qui à la fois a une très grande intelligence, qui est statistiquement plus élevée que la normale statistique, donc une très grande intensité de pensée, qui est sous-tendue, et aujourd'hui on le sait, par un fonctionnement du cerveau différent, des zones de cerveau qui ne s'activent pas de la même façon, mais aussi par une grande sensibilité au monde, avec l'ensemble des 5 sens très exacerbés. La sensibilité, ce n'est pas la sensiblerie. La sensibilité, c'est cette capacité de capter en continu les informations en provenance de l'extérieur, en provenance du monde, mais aussi en provenance de soi-même. Donc c'est une forme de porosité au monde, c'est vibrer au moindre murmure du monde, qui peut donner également une intensité émotionnelle et des émotions qui peuvent être, mais pas toujours, mais qui peuvent être vraiment à fleur de peau, où la moindre broutille va devenir un cataclysme émotionnel. Pour certains, ils verrouillent ces émotions, ils verrouillent cette sensibilité, ils peuvent apparaître sous des aspects beaucoup plus distants, beaucoup plus froids. Mais c'est la même chose, c'est l'autre versant de la même pièce. Donc on pourrait dire que être surdoué, être HP, être zèbre, c'est 3 piliers. Donc c'est cette intensité de pensée, cette haute sensibilité et ces grandes compétences émotionnelles qui forcément font un cocktail qui peut être pour le meilleur et parfois pour le pire, comme tout ce qui est intense dans le fond. Pour ceux qui, comme moi, ne sont jamais intensément penchés sur le sujet, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tant d'enfants surdoués ont tant de mal à l'école ? C'est le décalage. C'est-à-dire que quand il y a cette grande intelligence, il y a aussi, ça va avec une grande curiosité, une grande soif de comprendre, d'apprendre, de s'intéresser, de poser des questions au-delà de ce qu'on va t'expliquer, de vouloir aller plus loin, d'aller plus vite, d'absorber les choses avec une mémoire qui là encore est un peu comme une éponge, tu vois. Donc très vite peut se jouer pour certains d'entre eux une forme de décalage avec les contraintes et les attentes de l'école, où ça peut arriver tellement souvent que l'enseignant de primaire dise « Ah mais toi je te pose pas la question parce que toi je sais que tu sais » ou quand un enfant comme ça pose une question en disant « Oui mais alors je comprends pas, mais alors pourquoi les Égyptiens, je sais pas quoi » et que la maîtresse va dire « Mais enfin mais non, mais ça c'est dans le programme, dans 2 ans, on va pas parler de ça maintenant », ce qui est incompréhensible pour cet enfant qui fait des liens tout le temps avec tout, parce que l'intelligence étymologiquement ça est interliguer, ça veut dire faire des liens, donc c'est ça l'intelligence.
l'intelligence. C'est faire des liens tout le temps avec tout. Et donc ces enfants-là, au bout d'un moment, ils se sentent pas comme les autres. Et ce sentiment de décalage, c'est quelque chose qui va les poursuivre. Et combien d'adultes aussi, j'ai entendu parler de ce sentiment de différence et d'avoir toujours l'impression d'être trop curieux, d'être trop excessif, d'être trop jusqu'au boutiste, d'être trop sensible, d'être trop émotif, tu vois, cette terminologie de trop qui les hante beaucoup. Donc, quand tu as compris vite une leçon quand tu es petit pour revenir à l'école, eh ben tu vas faire, tu vois, des avions avec tes feuilles, tu vas discuter avec ton voisin, et puis de toute façon, ce sont des enfants qui, pour mobiliser leur attention, ont souvent besoin de faire plusieurs choses à la fois, ce qui est assez incompréhensible pour les adultes et pour les enseignants et pour les parents d'ailleurs. Mais comme ça bouillonne beaucoup, tu sais, quand tu as une intelligence bruissante comme ça, c'est beaucoup dans la tête en fait. Et d'ailleurs, moi j'ai souvent entendu tellement entendu des ados, des adultes me dire mais vous pouvez pas me donner le bouton stop pour que ça s'arrête? J'en peux plus de penser, quoi. J'en peux plus. Je voudrais mettre mon cerveau sur pause. Et c'est ça qui fait que certains enfants se prennent les pieds dans le tapis parce qu'au bout d'un moment, ils désinvestissent la scolarité, ils comprennent pas ce qu'on attend d'eux. Eux, ils ont l'impression que parce que ils ont compris, ils savent. Ils lisent une fois une leçon, ils la connaissent, et ils ont beaucoup plus de difficultés que les autres à mettre en place des procédures d'apprentissage dont les autres ont besoin pour intégrer les connaissances. Eux n'en ont pas besoin. Et après, en milieu collège, ça va leur faire défaut terriblement parce que là, en milieu collège, il s'agit plus de recracher ce que tu sais, mais de mettre en place des processus, tu vois, des process, comme on dirait aujourd'hui, pour expliciter, pour dérouler un raisonnement, pour organiser ta pensée. Et eux ont jamais appris à le faire, et ça peut être douloureux pour eux parce qu'ils ont soudain, pour certains, une fois encore, pas pour tous, l'impression d'être devenus nuls, même s'ils ont jamais été identifiés, hein. Et c'est une espèce de sensation de blessure pour eux, d'incompréhension d'eux-mêmes. Et puis après, quand tu es ado, tu te sens. Souvent, les ados ils me disent, mais j'ai l'impression qu'avec les autres ados, c'est comme s'il y avait une paroi de verre entre moi et les autres. Je suis avec eux et en même temps, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Enfin, c'est vraiment ce sentiment de décalage qui est compliqué, vraiment qui est compliqué. Et est-ce qu'un enfant surdoué devient obligatoirement un adulte surdoué? Ah oui. Ça, c'est comme quand tu as les yeux bleus ou les cheveux châtains. Après, tu peux trafiquer, hein, mais tu restes avec ce que tu es. Après, tu peux étouffer certaines choses, tu peux déployer d'autres talents, tu peux plein de choses, parce que bien sûr, il y a ce avec quoi tu arrives au monde, parce que la composante génétique est très forte, et puis tu as la rencontre avec ton environnement qui peut tout changer, hein, dans la possibilité d'exprimer qui tu es et ce que tu peux être, hein. C'est comme si tu as une oreille absolue. Si tu n'as pas l'occasion de faire de la musique, ben finalement tu ne deviendras jamais un musicien. Tu vois, c'est pareil. Donc, mais oui, bien sûr, tu deviens un adulte surdoué et tu deviens un adulte avec les mêmes caractéristiques et le même sentiment de décalage et une même sensibilité qui parfois peut te troubler dans ton rapport aux autres, dans ton rapport à la vie. Tu vois, cette sensation de comprendre quelques millisecondes avant tout le monde quelque chose, ou d'avoir des intuitions fulgurantes, d'avoir une compréhension à 360 degrés quand les autres restent attachés à des mécaniques habituelles, tu vois, donc d'intégrer tellement d'éléments dans ta compréhension du monde que ça peut apparaître too much pour les autres, ça peut apparaître dérangeant, et puis pour toi-même, tu comprends pas pourquoi les autres n'ont pas vu ce que tu vois, n'ont pas compris ce que tu comprends, n'ont pas pressenti ce que tu pressens. Tant que tu sais pas que tu as ce profil singulier, tu finis par te poser des questions sur toi-même. Moi, j'ai beaucoup entendu des ados, des adultes penser qu'ils sont fous, et d'ailleurs certains ont pu être diagnostiqués par des psychiatres non avertis de pathologies incroyables parce que tout était too much chez eux et que ils pouvaient passer du rire aux larmes en un instant, être focus, hyper concentrés sur quelque chose quand ils étaient passionnés, et sinon passer d'un sujet à un autre, mais néanmoins retomber tout le temps sur leurs pieds, parce que justement cette grande intelligence et cette capacité à percevoir tout le temps, ben, ça donne quand même beaucoup de souplesse au niveau de la flexibilité mentale, tu vois, de l'agilité.
mentale. Et donc, c'est des adultes qui peuvent avoir des difficultés à s'insérer dans les entreprises, à accepter de suivre des normes ou des process conçus pour le plus grand nombre, mais dans lesquels eux-mêmes ont énormément de mal à entrer parce que ça leur paraît avoir pas de sens ou que ils pensent qu'il faudrait faire autrement, à tort ou à raison, peu importe, tu vois, mais c'est comme à l'école, c'est-à-dire le cadre quelquefois de l'entreprise convient très mal à ces adultes qui ont besoin d'aller plus loin, de donner du sens, d'avancer, de créer, d'agir, que les choses qu'ils font puissent servir aux autres, voire aider l'humanité à mieux vivre, comme me l'ont dit beaucoup d'adultes. Donc quand il y a cette intention de vie d'aider l'humanité à mieux vivre, c'est compliqué d'accepter les codes de ton DRH. C'est un peu plus compliqué. Alors, surdoué, HPI, HPE, multipotentiel, précoce, surefficient, philo-cognitif, comment faire le tri et comment savoir si on fait partie de la bande? En prenant rendez-vous avec toi? Même si ça concerne que 2,3% de la population, ça ferait beaucoup de monde avec moi. Hein. Non. Mais oui, en tout cas, seul un bilan psychologique complet, c'est-à-dire où on explore à la fois l'intelligence et tout ce qui sous-tend l'intelligence, hein, un profil de tous ces termes qui sont tous à peu près équivalents. C'est pas un score de QI, c'est pas un test de grossesse, on n'est pas positif ou négatif. Heureusement que la psychologie est plus complexe et plus subtile que ça. Donc effectivement, un bilan, c'est à la fois explorer le fonctionnement de l'intelligence, et oui, on va établir plusieurs scores d'ailleurs de QI qui permettront d'avoir un QI global, qui est pas une moyenne mathématique, mais je vais pas rentrer dans le détail. Mais surtout, ce qui nous intéresse en tant que psychologue, et on est formé pour ça, c'est d'analyser les mécanismes, les processus par lesquels la personne, enfant ou adulte avec laquelle on est, va produire, qu'est-ce que son intelligence va produire et par où elle est passée. C'est pas du tout la même chose de répondre spontanément à une question ou à une logique quelconque, ou de passer par des chemins plus tortueux ou plus compliqués pour produire la même réponse qui aura la même valeur en termes de score. Mais ça parle pas du tout de la même nature d'intelligence. Donc on fait une exploration de l'intelligence et d'un certain nombre de ses particularités, et puis on fait toujours un bilan de personnalité, d'exploration de la dynamique à la fois émotionnelle et affective, parce que ça veut rien dire de couper quelqu'un en deux, comme s'il y avait l'intelligence d'un côté et le fonctionnement émotionnel de l'autre. Bien évidemment, on est une alchimie subtile de tout ça, et c'est ça qui fait ce que l'on est, et l'être toujours unique que l'on est, parce que même si on identifie des profils, on est toujours unique. On est ce que l'on est, avec notre tempérament, notre parcours, notre personnalité, ce que l'on est en train de vivre, notre façon de le vivre. Et c'est ça pour moi, c'est ça la magie du bilan, et c'est ça la magie de la psychologie. C'est chaque fois tu as en face de quelqu'un qui arrive avec une nouvelle histoire pour moi en tout cas, dans ma façon d'être psychologue et de faire mon métier, d'être psychothérapeute, un nouveau défi en fait. Mais ça passe par une identification. C'est vrai qu'en arrivant il y a quelques mois sur Clubhouse, j'ai un peu eu le sentiment que le réseau était une sorte de zoo rempli de zèbres. Écoute, mais en vérité, moi aussi, j'ai été surprise, hein, parce que quand je suis arrivée sur Clubhouse, je sais plus quoi, en février, et que j'ai vu tous ces termes d'hypersensible, de zèbre un peu partout, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vois, en fait, je m'attendais pas du tout à, je sais pas du tout d'ailleurs, hein, en tout cas c'est pas moi, mais ça c'est sûr. Mais comment c'est parti, comment ça s'est déployé, je sais pas du tout, mais c'est vrai que c'est une notion qui a été, qui est encore un peu moins, mais beaucoup à la mode sur Clubhouse. Et pour le meilleur et pour le pire, une fois encore, hein, comme toujours d'ailleurs, pour le meilleur dans le sens où ça a permis à beaucoup de personnes d'entendre parler de sujets dont ils auraient probablement jamais entendu parler ailleurs et autrement, parce que leur vie, tu vois, tu entends pas parler de ça non plus à tous les coins de rue ou à la moindre terrasse de bistrot, même quand les terrasses sont ouvertes. Mais donc ça pour le meilleur, parce que je pense que ça a permis vraiment à des gens de faire des démarches personnelles et de mieux se comprendre et de s'apaiser d'un certain nombre de choses. Et pour le pire, parce que l'autoproclamation, parce que tu te retrouves dans 3 traits de personnalité, c'est très dangereux. Parce que c'est dangereux, pourquoi? Parce que ça peut masquer d'autres
d'autres questions plus complexes et qu'il faudrait quand même résoudre pour arriver à aller bien quand on va pas très bien, parce que tu vois, ça peut mettre une espèce de couvercle sur d'autres points qu'il faudrait peut-être aller interroger, parce que c'est peut-être là que ça sera l'endroit où on pourra enfin avoir une meilleure visibilité sur soi. Donc voilà, moi cette autoproclamation m'inquiète toujours un peu à cause de ça. Sinon, ça m'est égal que les gens se reconnaissent, ça leur fait du bien, tant mieux. Moi, tout ce qui fait du bien aux gens, ça me va. Mais parfois, ça vient recouvrir d'autres choses, et ça, c'est beaucoup plus embêtant. Donc, mais tu vois, quand j'étais à la fac, enfin, dans ma deuxième partie de fac, quand j'étais à la fac, je me souviens très bien que quand les profs faisaient des cours sur la dépression, sur les troubles anxieux, sur la schizophrénie, sur la psychose, etc., et qui parlait de tous les symptômes. Si tu regardes les symptômes dans un bouquin dans un manuel de psychiatrie, nous on parle, tu sais, dans notre métier, on parle de tableau clinique, donc il y a un certain nombre de types de fonctionnement, et si tu as X caractéristiques depuis plus de 6 mois, alors on considère que tu souffres de cette pathologie. Mais moi, je me trouvais toutes les caractéristiques. Quand on faisait un cours sur la dépression, je pensais que c'était dépressif. Quand on faisait un trouble sur l'anxiété, je pensais que j'étais anxieuse. Quand on faisait un cours sur la schizophrénie, je pensais que j'étais schizophrène. Quand on faisait un cours sur la psychose, je me disais que j'étais psychotique. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de signes. C'est comme par exemple le trouble de l'attention. Si tu regardes les signes, tout le monde a un trouble de l'attention en fait. Donc c'est là où c'est toujours un peu touchy, parce que c'est pas parce que tu te reconnais dans 3 ou 4 caractéristiques d'un fonctionnement que tu peux dire ah bah cool, ça y est, j'ai enfin compris qui je suis, donc je suis comme ça. Non, c'est beaucoup plus complexe la psychologie. Et heureusement. Et l'être humain surtout. La psychologie est complexe parce que l'être humain est complexe, et que on y va aussi quand même souvent à tâtons quand même. Tu vois, il y a rien on n'a jamais de certitude, on a toujours des hypothèses. Mais comme en médecine, hein. À partir des années 2010, tu mets au point Mindful Up, des programmes de méditation de pleine conscience pour les enfants et les adolescents. J'ai lu une interview de toi où tu dis en substance que cette pratique serait indispensable à l'école afin de permettre une meilleure concentration. Oui, mais bien sûr, parce que en fait, ces formes de méditation de pleine conscience, qui sont vraiment des entraînements à être plus attentif à ce que l'on perçoit, plus attentif à ses émotions, plus attentif à qui on est vraiment, mais aussi qui développent tout ce que on appelle aujourd'hui les soft skills, parce que c'est toujours plus chic de le dire en anglais, mais tu vois, toutes les compétences transversales, les compétences émotionnelles, la générosité, cette fameuse bienveillance dont c'est bien galvaudé comme terme, mais c'est quand même fondamental comme qualité. Tout ça est incroyablement développé par ces pratiques de mindfulness, et en particulier pour les enfants, enfin beaucoup, bien sûr, énormément pour les adultes. Et il y a énormément de publications scientifiques qui valident tout ça, tu vois, c'est pas du tout un truc comme ça un peu étrange. Et c'est vrai que si on enseignait la mindfulness et qu'on mettait en place ce type de programme à l'école, bah ça permettrait à tous les enfants du monde de développer tu vois, leur savoir-être par rapport à eux-mêmes, une meilleure compréhension de soi, une meilleure compréhension des relations à l'autre, une meilleure compréhension des émotions. Moi, je suis sidérée de voir que, arrivé à l'âge adulte, combien de personnes que je rencontre dans mon milieu professionnel ou en formation n'ont aucune idée de ce qu'est une émotion, de à quoi ça sert vraiment, de quelle est la fonction d'une émotion. Tu vois, c'est des choses qu'on devrait apprendre tout petit, tu vois. Ça nous donnerait des atouts pour la vie immenses. Et vraiment, oui, bien sûr. Et quand tu es bien avec ce que tu es, avec qui tu es, avec ton monde émotionnel, avec les autres, tu vois, que tu sais décoder tout ça, et ben après, d'apprendre des trucs, c'est facile d'apprendre quand tu vas bien, quand les choses sont plus calmes à l'intérieur de toi, qu'en plus tu as développé ces capacités effectives de concentration et d'attention que déploie beaucoup la mindfulness. Mais là, tu vois, c'est l'attention à tout, l'attention aux autres, l'attention à toi, l'attention à ce que tu ressens, et puis l'attention à ton cours, à ce que tu écoutes, à ce que tu lis, à ce que tu vis. Ça change tout, l'attention. D'ailleurs, ça a été archi montré par des études qui n'ont rien à voir avec la mindfulness, enfin la méditation de pleine conscience, qui montrent que en fait, plus tu es attentif à ce que tu vis, plus tu es heureux. Et il y a énormément de travaux dans le monde entier qui montrent ça. Donc, tu vois, c'est dommage de ne pas le faire tout petit. En 2011, tu fondes l'association Zebra qui accompagne les adolescents en rupture scolaire pour se remettre dans une dynamique de réussite, puis l'association Zèbre Adulte qui fédère les adultes surdoués. Le terme zèbre entre dans l'édition 2021 du Larousse. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis qu'à l'instar de la vie que tu as traversée, tu peux mourir sereinement ?
Ah mais pas du tout. D'abord, j'ai pas du tout l'intention de mourir parce que j'ai beaucoup de trucs à faire encore. Tu vois, j'ai beaucoup trop de trucs. Et ensuite, non, j'ai pas du tout vécu ça comme ça. D'abord, j'ai vécu ça comme une immense surprise parce que j'étais pas du tout au courant. Puis en plus, la machinerie pour faire entrer un mot au dictionnaire est une machinerie, mais d'une sophistication extrême dont j'ignorais tout. Après, je me suis renseignée pour savoir comment ça marchait, mais c'est une journaliste du Point qui m'a appelé un jour en me disant Jeanne, je vous appelle parce que je sais pas, tout d'un coup je me suis dit que peut-être vous étiez pas au courant, mais là il y a un article qui va sortir dans Le Point pour parler des nouveaux mots dans le dictionnaire, dont zèbre. Je lui dis quoi? Mais de quoi vous me parlez quoi? Mais j'étais sidérée, j'étais absolument pas au courant. Donc j'étais au courant par cette journaliste qui faisait un papier là-dessus. Elle avait choisi parmi la dizaine de mots qui rentrent chaque année au dictionnaire de parler de zèbre, mais j'étais absolument pas au courant. Donc ma première réaction de gamine, ça a été de téléphoner aux 3 personnes de cette équipe pédagogique où était né ce mot complètement par hasard 20 ans avant, en leur disant dans un grand éclat de rire, mais vous vous rendez pas compte ce qui est en train de se passer? Ce truc qu'on a dit comme ça par hasard pour rigoler, ça rentre dans le dictionnaire, tu vois. C'était ma joie, c'était de le partager avec les personnes avec qui ça avait émergé, mais pas du tout. Et alors j'ai pas du tout, tu vois, j'ai un copain avec qui là j'ai écrit mon dernier livre, là, Grandir, vivre, devenir, qui est psychiatre et qui écrit qui écrit voilà d'être passé dans un truc pas d'immortalité, mais je sais pas quoi, ce qu'il dit par rapport à ça. Oui, la postérité, voilà, merci. Mais je le ressens pas, moi, ça, du tout, en fait. Je trouve ça tellement amusant, je trouve ça fun, et souvent je le dis juste pour l'entendre, tellement je trouve ça fou. Tu vois? Tellement je trouve ça incroyable. Pour voir si tu rêves. Mais oui, me dire, mais c'est pas possible. Mais surtout que, en plus, mais qu'est-ce qui a pris à ces gens, hein, surtout quand tu sais comment ça se passe? On dirait vraiment le truc de voter pour un pape dans une grotte, couper des... Non mais c'est vrai, hein, j'ai appris ça après, couper des portables et tout, pour surtout qu'il n'y ait pas d'influence extérieure, parce que c'est un truc de dingue. Et surtout que je sais pas ce qu'il leur a pris d'écrire zèbre, équivalent de surdoué au potentiel, je me souviens même pas de la définition exacte, appellation donnée par la psychologue Jeanne Surfacha. Mais qu'est-ce qu'il leur a pris de mettre mon nom? Enfin, c'est quand même rarissime dans un dictionnaire où tu vois le nom de la personne qui est à l'origine d'un mot. C'est très très étrange, tu vois, mais j'ai même pas de dictionnaire chez moi pour te dire à quel point tout ça me paraît encore un peu, tu vois, Et quand je le dis, quelquefois les gens me disent mais c'est pas possible, mais c'est incroyable et tout ça. Je dis ah ben oui c'est vrai, c'est incroyable, je suis la première surprise. Alors le temps que les personnes qui sont dans l'audience lèvent la main pour nous rejoindre on stage, je vais te poser une dernière question. Je ne pouvais pas conclure sans te demander ce que tu avais pensé de la série HPI, diffusée au mois d'avril sur TF1 et qui a rencontré un énorme succès. Comment est-ce que tu expliques cet engouement pour le sujet? Ben écoute, c'est drôle parce que moi j'avais beaucoup d'appréhension parce que surtout tu vois quand j'ai vu sur les bus à Paris partout HPI, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois, je me suis dit enfin, j'avais vraiment une appréhension et bien sûr j'ai regardé cette série avec une vraie attention à la fois tu vois de base et à la fois professionnelle bien évidemment. J'ai trouvé j'ai eu très souvent beaucoup de journalistes m'ont interrogé sur le sujet, mais j'ai trouvé que vraiment le personnage de Morgane, donc joué par Audrey Fleurot, était bien campé parce que d'abord, c'est une nana et que pour une fois, c'est pas un jeune garçon à lunettes, tu vois, qui devient une espèce de champion d'échecs à la con. Enfin bon, bref. Donc tu vois, je trouvais que c'était bien que ce soit une nana un peu bordélique. Mais qui vient d'un milieu plutôt défavorisé, mais où on voit bien que si son intelligence et ses compétences ne lui ont pas permis d'avoir une réussite académique, elle s'est débrouillée pour, comme on le disait tout à l'heure, retomber sur ses pattes et avoir une vie qui lui ressemble et malgré tout élever ses 3 gosses de 2 pères différents en essayant de leur transmettre des valeurs, une espèce d'éducation, tu vois, qui a du sens et puis qui finalement se retrouve dans ce commissariat à pouvoir mettre sa forme d'intelligence au service d'une cause. Donc, tu vois, avec cette quête de sens qui est le plus souvent présente chez
chez ces personnes qui ont ce profil-là. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, pour conclure par rapport à cette série HPI, c'est que le réal ou le scénariste, je sais pas lequel des deux, mais a pris énormément, a été très attentif à montrer le raisonnement inductif de ces personnes-là. C'est-à-dire que souvent tu as un raisonnement déductif, c'est-à-dire que tu pars d'un point ou d'une hypothèse et puis tu déroules étape par étape pour arriver à un résultat. Et que là, on voit bien que le personnage de Morgane a un raisonnement inductif, c'est-à-dire qu'elle a plein d'éléments qui lui viennent dans la tête, de choses qu'elle a mémorisées, qu'elle a observées, que ça soit dans l'environnement ou parce qu'elle a été très attentive aux expressions faciales d'une personne qui était interrogée ou d'un détail, d'un truc jeté dans la corbeille à papier et de ce dont elle se souvient qui s'est passé dans une enquête précédente et que tout d'un coup, elle rassemble les pièces d'un puzzle éparpillées et que l'image est claire. Tu vois, et c'est ça le raisonnement inductif et ça, c'est très intéressant qu'il l'ait montré. C'est pas du tout un raisonnement qui passe par des étapes habituelles et c'est souvent ça aussi qui est un écueil sur le parcours scolaire ou dans le parcours professionnel. Parce que ça, c'est quelque chose qui est pas bien compris en général. D'ailleurs, dans cette série HPI, on voit bien que parfois ça dérange également les équipes au commissariat qui comprennent pas très bien comment ça peut fonctionner. Et c'est pas de la magie, hein, c'est une façon d'être intelligent. Alors bien sûr, c'est une série, bien sûr, c'est caricatural, bien sûr, le curseur est à l'extrême, mais comme toutes les séries, hein, je crois pas que l'un d'entre nous ait rencontré un Dr House au coin de sa rue, ou un avocat comme dans une série sur les avocats, ou un chirurgien comme dans je ne sais pas quoi. Enfin bon, ce sont des séries qui ont quand même l'intention de divertir, mais moi j'ai trouvé que par rapport à l'exercice, c'était bien foutu et que oui, c'est vrai. Je sais. Alors répondre pourquoi il y a un effet de mode, il existe, c'est vrai. Et dans le fond, je trouve que c'est bien parce que ça pousse aussi certaines personnes qui se reconnaissent dans ces profils, ça les pousse à venir consulter. C'est souvent des personnes qui auraient jamais poussé la porte d'un cabinet de psy et qui souvent ne sont pas du tout HP, mais ça nous permet tu vois, de les aider, de leur donner une visibilité sur leur propre fonctionnement, de les éclaircir sur certaines choses et de les accompagner par rapport aux besoins qui sont les leurs. Donc c'est pas si mal et puis ça permet à ceux qui étaient complètement passés à côté de ce type de fonctionnement qui les concernait vraiment, ben ça leur permet enfin, comme le disent souvent les adultes, qu'un voile se déchire et qu'ils puissent se réconcilier avec qui ils sont vraiment. Donc voilà ce que je peux penser de ça et de mille autres choses. Merci infiniment, Jeanne, pour ton temps, pour tes éclats de rire. J'avais envie de te raconter une toute petite anecdote avant de conclure. Je racontais il y a quelques jours, à l'occasion d'un live où nous étions plusieurs créateurs de contenu de Clubhouse à parler de ce réseau, à quel point je pouvais m'attacher à mes invités. C'est la première fois en préparant ce portrait que je me suis égoïstement dit « Zut, comment je vais faire ? J'ai plus envie de faire de portraits, de podcasts, j'ai envie de garder Jeanne rien que pour moi. » Je crois que je vais songer à consulter. Merci à toi Lola, c'est un immense plaisir que d'avoir partagé tout ça avec toi. Merci pour ton professionnalisme, pour ton écoute, pour ta rigueur, pour ton expertise. C'est un vrai bonheur. Merci à toi. Merci à tous d'avoir été présents. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais courez acheter le dernier livre de Jeanne, Grandir, vivre, devenir, aux éditions Odile Jacob. N'hésitez surtout pas à suivre les personnes on stage et autour de vous. Je ne le répéterai jamais assez. L'essence même de Clubhouse, c'est l'échange et la collaboration. Vous pourrez écouter le replay de l'interview d'aujourd'hui grâce au lien qui se trouve dans ma bio ou dans le descriptif du club. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Quant à nous, Inside Clubhouse with Lola fait une petite pause dès demain et toute la semaine prochaine, histoire de souffler un peu et de vous retrouver en pleine forme. Bonne soirée à tous. Merci Lola, bonne soirée à tout le monde et merci beaucoup.